Bonjour à toutes et à tous. Bien donc, je ne suis pas biologiste, j'ai une formation philosophique, mais je suis en sciences de l'éducation. Et bon, c'est à ce titre, semble-t-il, qu'on m'a demandé de parler, mais je ne peux pas m'empêcher aussi de... Ma culture philosophique va sans doute ressortir aussi. Bon. Alors, quand on m'a demandé donc de venir, je remercie d'ailleurs les organisateurs et organisatrices de leur invitation, je me suis dit, bon, quelles questions on peut se poser, de mon point de vue, par rapport à des professeurs de SVT, à qui on enjoint, dans des instructions officielles, d'enseigner le genre. Je me suis dit, faut-il pour autant qu'ils trahissent leur mission, qui est justement d'instruire les élèves sur ces questions, sur les questions, disons, biologiques d'une manière très très large. Et j'ai essayé de réfléchir sur en quoi une instruction, une vraie instruction, pourrait-elle être éducative, et c'est-à-dire à ce moment-là rejoindre la question de l'éducation à l'égalité, qui est une des questions posées aussi dans les instructions officielles. Bien, et donc je vais essayer de répondre à cette question de trois façons. D'ailleurs, d'abord en essayant de réfléchir comment on peut instruire pour éduquer, ce sera ma première partie. Je squeeze tout le début parce qu'on n'a pas le temps, puis de toute façon, ça a été déjà dit ce matin. Dans une deuxième partie, je voudrais essayer de réfléchir comment le genre peut faire apparaître dans la biologie même des idéologies scientifiques et comment justement ça peut avoir une fonction critique, puisque c'est ça que je vais vous montrer. Et dans une troisième partie, je voudrais montrer sur des recherches actuelles que je connais en éthologie animale, comment certains chercheurs introduisent le terme de genre, et je trouve que c'est intéressant par rapport à ce que disait Éric Fassin tout de suite, à savoir qu'il n'y a peut-être plus les frontières aussi fortes entre les sciences sociales d'un côté et la biologie de l'autre. Alors, d'abord, comment peut-on éduquer en instruisant? Donc, je passe sur la convention de 2000 qui enjoignait justement d'éduquer dans toutes les disciplines sur l'égalité des sexes. Pour dire aussi que on disait aussi que dans l'enseignement supérieur, alors ça c'est bien intéressant, il fallait développer les études et les recherches sur le genre. Mais on ne parlait pas à ce moment-là de l'enseignement secondaire. C'est la convention de 2006. Hein. Bon. Alors, je dirais qu'il ne faut pas oublier que les adversaires de l'égalité des sexes ont longtemps cherché des arguments dans la biologie pour expliquer et justifier l'inégalité des sexes, comme du reste l'inégalité des races. Je voudrais revenir là-dessus parce que c'est tout de même tout à fait important. On sait que l'argument, c'est biologique, donc c'est scientifique. C'est un argument, c'est scientifiquement prouvé, comme disent les publicités, hein. A pu justifier des positions qui consistent ensuite à justifier des colonialismes, des impérialismes, etc. Donc je pense qu'il est essentiel de faire réfléchir les jeunes sur ce qui est véritablement scientifique et de les aider à le distinguer de ce qui est idéologique dans ces arguments qui se prétendent scientifiques. Parce que justement, compte tenu du pouvoir qu'a aujourd'hui la science dans nos sociétés, c'est un argument d'autorité, c'est scientifique. Bon. Donc je pense qu'une de vos missions, c'est bien de faire réfléchir sur ces questions-là. Et alors, je reviendrai ici à Condorcet. Condorcet disait, pourquoi faut-il un enseignement public? C'était la question à l'époque de la Révolution française. Il disait, pour lutter contre les préjugés. Je vais y revenir parce que c'est tout à fait intéressant. La société, disait-il, doit au peuple une instruction publique, et en même temps, tout de suite, il sait qu'il se heurte, d'une part, d'un côté, à l'Église catholique, qui, à l'époque, contrôle l'ensemble de l'enseignement, mais aussi de l'autre, à l'époque, il écrit en 1791, il se heurte aussi à certains révolutionnaires qui veulent inculquer des idéaux révolutionnaires, utiliser l'école pour inculquer des idéaux révolutionnaires au peuple, c'est-à-dire lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il pense. Et par rapport à ça, Condorcet dit, la puissance publique n'a pas droit de faire enseigner des opinions comme des vérités.
Mais inversement, la puissance publique a le devoir d'enseigner des vérités. Je dirais qu'on peut retourner la question. Mais justement, dit-il, le rôle de l'instruction, c'est d'aider les jeunes esprits à distinguer opinion et vérité. Et pour ce faire, l'instruction, dit-il, ne doit pas avoir seulement pour objet de donner de véritables lumières, mais elle doit aussi préserver de l'erreur et des fausses opinions. Et ça, je crois que c'est extrêmement important dans une perspective justement d'instruction authentique. Et c'est en ce sens, je dirais, que l'instruction n'est pas seulement instructive, mais aussi éducative. Et dans le second mémoire, Condorcet dit aussi « L'imagination productrice d'illusions a pour cause première le vide d'idées justes et l'abondance trop grande d'idées vagues et confuses. » Je crois que tout ce qu'on a vu dans la journée montre bien qu'on est exactement dans cette situation-là. Et je continue à citer, ces grands préjugés qui ont séduit les nations sont souvent appuyés sur quelques erreurs grossières. Alors, idée en physique, parce qu'à l'époque, ce qui est à la mode, c'est Newton, hein, mais on pourrait dire aujourd'hui en biologie. Alors, qui sont les adversaires de l'enseignement du genre aujourd'hui? Je n'insisterai pas, parce que je redirai ce que Éric Fassin vient de dire, hein, mais je crois que c'est tout à fait important de comprendre que ce sont des courants, les adversaires aujourd'hui de l'enseignement du genre, sont des courants qui veulent défendre une idéologie de la différence des sexes fondée en nature, c'est-à-dire ayant un référent transcendant, absolu. Hein, et naturellement, aujourd'hui où la science fait autorité pour certains, mais attention justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il n'est pas question que la science fasse autorité, puisque la science, elle évolue historiquement dans le temps. Donc, on s'appuie à ce moment-là sur la biologie, parce que l'idée de nature au sens du XVIIIe siècle, c'est un peu brouillé. Alors, je n'insisterai pas non plus longtemps sur le genre. Qu'est-ce que le genre? Je dirais seulement une chose très importante. D'abord, le genre n'est pas une variable. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on voit, y compris dans des recherches, que très souvent, on confond genre et sexe au sens de sexe d'état civil, qui n'est pas du tout le sexe biologique, c'est autre chose, mais n'empêche qu'on confond les deux. Et ça, je crois que c'est très important. Le genre n'est pas une catégorie descriptive, le genre est une catégorie explicative. C'est-à-dire que le genre est un concept qui condense 30 ans de recherche, dans un domaine de recherche large, qui est sur le genre, sur la place du sexe et de la sexualité dans l'explication du monde humain. Il révèle une logique globale qui organise la société dans son ensemble, selon des rapports de pouvoir. Je n'insiste pas, c'est ce qui vient de vous être dit. Alors, je passe à mon deuxième point. En quoi le genre peut être un élément, un instrument de critique par rapport à la biologie sur des idéologies scientifiques. Alors, je vais revenir à un article de Georges Canguilhem qui s'appelle justement « Qu'est-ce qu'une idéologie scientifique ?» Je reviendrai après au genre. Il définit l'idéologie scientifique comme des discours qui se donnent pour l'expression de ce que sont les choses mêmes, alors qu'ils sont des moyens de protection ou de défense d'une situation, c'est-à-dire d'un système de rapport des hommes entre eux ou des hommes aux choses. Évidemment, il ne pense pas là au sexisme, hein, il pense essentiellement là à la théorie de Spencer. Parce que Spencer, justement, a développé une théorie de l'évolution qui n'est pas du tout celle de Darwin, plus exactement qui est très extrapolante par rapport à celle de Darwin, puisque son idée, justement, c'est qu'il cherche, donc chez les biologistes de son époque, donc y compris Darwin, une caution par rapport à un projet beaucoup plus large, puisque son idée, c'est qu'avec l'évolution, il va expliquer il va expliquer la totalité du monde. La formation du système scolaire, des espèces animales, de l'homme, de la société, des idées, du langage, de l'activité humaine en général. Bon. Donc, vous voyez, c'est une conception du monde, c'est plus du tout de la science, et justement, simplement, il cherche une caution dans la science pour cautionner un projet qui est celui d'un ingénieur qui veut justifier le capitalisme anglais de son époque, du 19e, la révolution industrielle.
Bon, alors, mais ce qui est très important, c'est que c'est de cette idéologie que sont sorties des notions, par exemple, de l'anthropologie, comme celle de primitif, pour désigner des peuples non occidentaux, qu'il fallait naturellement civiliser. Hein, bon. C'est-à-dire, c'est une des sources, c'est pas la seule, mais c'est une des sources du racisme. Et naturellement, je dirais, un certain nombre de sciences humaines, la linguistique, l'ethnologie, la sociologie, ont mis du temps à se dégager de cet évolutionnisme qui n'était pas la théorie de l'évolution de Darwin. Bon, alors, le sexisme maintenant, en tant qu'idéologie scientifique, c'est dans un contexte d'aspiration à l'égalité politique qui est celui du XIXe siècle, cette idéologie scientifique a été mobilisée comme un moyen de protection ou de défense de la situation des hommes, c'est-à-dire d'un système de rapports sociaux entre les sexes fondé sur le pouvoir des hommes. Ce qui est très précisément la définition du genre. En effet, beaucoup de penseurs du XIXe siècle, inspirés de Spencer, ont légitimé la thèse de l'inégalité des sexes. On le trouve par exemple chez notre grand fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, qui vous explique tranquillement, en citant le docteur Lebon, que les femmes et les hommes ne font pas la même chose, puisque c'est de plus en plus différencié, et que de toute façon, leur cerveau s'est fortement différencié depuis les petits cerveaux des femmes. La différence qui existe, par exemple, je cite, entre la moyenne des crânes des Parisiens contemporains et celle des Parisiennes est presque double de celle observée entre les crânes masculins et féminins de l'ancienne Égypte. Je cite. Hein. Bon. Donc vous voyez, cette idéologie scientifique, sexiste, a fonctionné de façon très forte dans la Troisième République. Il faut le savoir, c'est très important de savoir ça. Bon, alors maintenant, je dirais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça nous, aujourd'hui? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, il y a des épistémologues des sciences biologiques, que je ne suis pas, hein, mais je lis leurs travaux, qui ont montré à quel point, justement, une certaine idéologie du genre pouvait expliquer certaines évolutions, certaines histoires dans la recherche. Je prends ici un exemple, qui est un exemple que je tire d'un article de la recherche de Joël Biels, où elle essaye de montrer que quand on se pose la question, je n'insisterai pas là-dessus, ça a été développé ce matin, mais de comment se forment les gonades à partir des caryotypes XXXY, eh bien, très très longtemps, on a cherché des mécanismes tout à fait complexes, on vous les a énoncés ce matin, je n'insiste pas, mais la question de savoir comment se formaient les ovaires n'était pas posée. Elle n'intéressait pas, je cite, hein, les hommes chercheurs qui ne s'intéressaient alors que comment se forme le sexe mâle. Ça, c'était très important. Comment se forment les testicules. Bon. Alors, ils ont supposé et même affirmé que les ovaires se formaient par défaut, d'une manière passive. Je cite des termes qui étaient dans des articles scientifiques. Bon. Et Joël Biels a montré que, a pris des articles qui avaient été faits depuis par des chercheuses biologistes femmes, qui justement se sont posé la question de savoir comment se formaient les ovaires, et qui ont montré qu'il y avait aussi des mécanismes complexes, même s'ils sont peut-être moins complexes que ceux des testicules, bon, et elle conclut, la formation des ovaires et des testicules est tout aussi, les mécanismes, pardon, sont tout aussi actifs l'un que l'autre. Autrement dit, vous voyez cette idée qui est dans justement l'idéologie du genre, c'est-à-dire du genre en tant qu'idéologie qui traverse nos sociétés. Bon, nous associons de manière très très automatique et très vite féminin à passif et masculin à actif. Bon, et bien vous voyez comment ça passe dans la biologie de cette façon. Je donne un autre exemple, cette fois-ci je l'emprunte. J'ai encore combien de temps? Si, quand même, j'ai encore du temps. Bon. Je l'emprunte cette fois-ci à Priscille Touraille, que j'ai entendu dans un exposé récemment, là, dans le printemps, définir les individus par leur fonction de procréation, à quoi ça sert? Alors, elle montre que dans les espèces animales, des pratiques sexuelles non coïtales, comme elle dit,
l'autosexualité, les modéraux de sexualité, l'homosexualité, la sexualité interespèce, etc., sont des pratiques que l'on observe dans de nombreuses espèces animales, mais qui longtemps ont été occultées dans la recherche chez les animaux. Alors, pourquoi? Elle se pose la question pourquoi. Alors, son hypothèse, c'est que ce sont les normes de la sexualité humaine qui, rendant obligatoire l'hétérosexualité, et en amont la reproduction, parce que pas seulement l'hétérosexualité, mais la reproduction, une norme sur la reproduction, qui rendait ces pratiques taboues et constituait un obstacle épistémologique à une observation réaliste et objective des espèces animales. Au fond, les chercheurs auraient adopté sans examen l'idée commune que la reproduction serait la raison d'être des êtres vivants, que la pulsion sexuelle serait avant tout une pulsion de se reproduire. Et là, bien sûr, elle cite toute une série de chercheurs évolutionnistes qui n'arrêtent pas de dire cela dans leur... Et elle rappelle que souvent, dans les manuels, quand on étudie la fonction physiologique de la reproduction, on affirme que la sexualité est faite pour que les individus se reproduisent. Alors, Priscille Touraille, par rapport à ça, s'inscrit en faux en disant que c'est une croyance finaliste et que finalement, cette croyance finaliste, elle est liée à la notion de genre, en ce sens que non seulement cette notion permet de définir des rôles sexuels féminins, des rôles culturels et sociaux féminins et masculins, mais que la notion de genre est d'abord fondée sur le rôle des sexes dans la procréation. Dès la naissance, notre sexe d'état civil, dit-elle, si justement le sexe d'état civil est indiqué dès la naissance, eh bien c'est qu'il s'agit de nous programmer et de nous assigner à la procréation, c'est-à-dire à l'hétérosexualité, bien sûr, à l'idée que la femme et l'homme ne se réalisent qu'en procréant et que le coït est la pratique sexuelle imposée éventuellement la seule possible. Mais justement, puisque le monde animal nous offre de très nombreux exemples de sexualité non reproductive, certains biologistes ont remis en question, je ne citerai pas les noms, je ne sais pas qui là, cette idée que les activités sexuelles ont seulement pour but la reproduction, et peut-être pour but tout simplement la reproduction. Il propose un nouveau paradigme qui consiste à définir la sexualité comme recherche de la gratification ou du plaisir pour l'espèce humaine, sachant que le plaisir ne différencie pas forcément les individus par leur sexe. Alors, dernier point la question de l'ambiguïté du biologique finalement. Il est très difficile, là je cite une autre chercheuse, Hélène Rouche, à propos d'un texte sur les nouvelles techniques de reproduction, mais ce n'est pas sur ce sujet-là, c'est sur sa conclusion qui, elle, est plus générale. Elle dit « Le discours scientifique ou médical cultive l'ambiguïté sur ce qui est biologique et sur ce qui ne l'est pas dans le sexe, entre guillemets. La confusion est systématiquement pratiquée entre attributs de sexe, comportement sexuel et rôle dans la reproduction. Ceci montre la prégnance du système des symbolisations culturelles et des rapports sociaux dans les discours scientifiques sur la différence des sexes. Il y a confusion et amalgame entre l'individu et l'espèce, ce qui permet de faire de l'hétérosexualité la norme et de rejeter l'homosexualité dans la marginalité, voire la normalité. Entre la sexuation et la reproduction, on dit qu'hommes et femmes sont faits pour avoir des enfants. Entre la sexualité et la reproduction, on fait comme si la sexualité reproductive était la seule forme de sexualité, et cet amalgame est, je cite, particulièrement étonnant si l'on songe à la perte de l'œstrus dans l'espèce humaine. À ces confusions, on pourrait en ajouter une autre, la confusion entre les organes génitaux et le corps entier. Les organes génitaux ne sont pas le tout d'un organisme. Le corps est fait d'un grand nombre d'organes, d'autres organes qui sont semblables chez les femelles et chez les mâles, contrairement à ce qu'on disait au XIXe siècle. Il est faux de dire que nous sommes femelles ou mâles. Nous avons un sexe femelle ou mâle, mais nous ne sommes pas que notre sexe. Définir un individu biologique par son sexe, c'est prendre la partie pour le tout, c'est-à-dire ce qu'en rhétorique on appelle une métonymie. Et c'est ce que l'on fait à l'état civil quand on déclare l'enfant
de sexe féminin ou de sexe masculin, alors que, bon, il y a un sexe féminin ou masculin, et encore pas toujours. Bon. Et de plus, on passe de mâle et femelle à masculin et féminin. On opère donc une confusion entre la catégorisation biologique et la catégorisation sociale. Cette bicatégorisation sexuée, qui permet de différencier et de hiérarchiser les attributs, les rôles, les statuts attachés aux individus d'un sexe biologique donné, renvoie à une construction sociale qui permet d'assurer la domination des hommes sur les femmes. Ces brouillages permettent d'accréditer l'idée d'une complémentarité des sexes, idée très largement développée dans la théologie catholique. Les rôles reproductifs sont bien complémentaires, mais il n'y a aucune raison biologique d'élargir cette complémentarité aux autres capacités et activités humaines, notamment pour légitimer la distribution des rôles sociaux inégaux imposés à l'un et l'autre sexe. Donc une bicatégorisation sociale vient se superposer à la bicatégorisation biologique fondée sur les classes reproductives. Et ainsi, Hélène Rouge conclut, ainsi la coalescence relevée entre sexuation, sexualité et reproduction dans les discours censés traiter uniquement des sexes biologiques révèle que ce biologique-là est aussi une construction sociale. Alors, j'ai encore combien de temps ? 5 minutes, bon. Donc je vais lui dire 2 mots d'un article qui vient de paraître d'un de mes collègues de Nanterre avec qui je suis en dialogue depuis un certain temps, qui est un éthologue, Michel Kreutzer, et qui explore l'idée d'utiliser la notion de genre en éthologie animale. Alors, son idée, justement, c'est qu'il n'y a pas, d'une part, de prédétermination du sexe biologique femelle-mâle concernant les soins parentaux dans les espèces animales. Alors, il cite des tas d'exemples, par exemple, chez les poissons marins, quand des soins parentaux existent, ils sont le fait de mâles, peut-être pas toujours, mais un certain nombre de fois. Bon. Alors, c'est moins vrai, bien sûr, chez les mammifères. Mais comme il travaille sur les oiseaux, il a beaucoup d'exemples sur les oiseaux. Et il cite des exemples assez amusants, justement, qui montrent cette non-prédétermination du sexe par rapport aux soins parentaux. Chez le rouge-queue, mâle et femelle s'occupent des petits lorsqu'ils sont au nid. Mais après l'envol, il existe une partition de la nichée chez 20% des couvées. Une partie des jeunes suivent le mâle et sont uniquement nourris par lui, défendus par lui, et ne répondent plus qu'à ses appels, alors que les autres suivent la femelle. Ici, donc, le sexe des individus ne permet pas de définir quel rôle parental vont exercer les individus. Alors, il cite aussi des variétés de cygnes où plus de 20% des mâles attirent des femelles, copulent avec elles, puis, après qu'elles ont pondu un œuf, les chassent et élèvent les jeunes en couple de mâles. Et chez les goélands sauvages, mais ça a été dit ce matin, je ne répète pas, mais ces exemples-là. Alors, un exemple qui n'a pas été cité ce matin, mais qui est intéressant, où il essaye de montrer qu'il y a un conflit d'intérêts entre les mâles et les femelles. Il s'agit d'une espèce d'oiseau chanteur, le gobe-mouche noir, qui donc vit en couple. Au début du printemps, lors de leur retour de migration hivernale, ce retour se fait en groupe unisexué. Les mâles arrivent d'abord et sur des sites de reproduction, ils s'installent, ils ont un territoire, donc ils s'installent sur leur territoire. Bon. Et ils signalent bien sûr leur présence aux autres mâles par leur chant. Bon. Et une expérience montre qu'un individu s'attaque même à un haut-parleur qui chante comme lui sur son territoire. Puis, ensuite, une fois que les territoires sont constitués, les femelles arrivent. Et à ce moment-là, elles visitent les territoires, écoutent les chants, observent les parades des mâles et en choisissent un pour s'apparier. Lors de cette phase, les femelles entre elles, bien sûr, sont en compétition, car certains mâles sont plus convoités que d'autres. Mais certains mâles, jusqu'à 15% ou plus, dans une même population, s'installent dans 2 territoires éloignés l'un de l'autre de quelques centaines de mètres et vont essayer d'attirer des femelles différentes dans chacun de ces territoires afin de s'y reproduire, de manière à posséder 2 nichées au lieu d'une.
Du point de vue de la reproduction, on constate leur succès, on pourrait dire leur succès est supérieur, darwinien, leur succès est supérieur à celui des mâles monoterritoriaux et monogames. Mais du point de vue des femelles, le succès reproducteur de celles qui sont appariées à des mâles polyterritoriaux et polygames sont globalement moindres. Parce que le mâle, qui partage son temps entre les deux activités, les deux territoires, consacre moins de temps à chaque couvée. Donc, dans ce cas, on a un conflit d'intérêts entre les mâles et les femelles. Les mâles ont intérêt à être polygames et les femelles n'ont pas à choisir de tel mâle. Je ne fais pas d'extrapolation par rapport à l'espèce humaine. La notion de genre permet de poser donc autrement les questions de dominance, de coopération, de conflit qui animent la vie des relations des animaux. Là encore, le sexe n'est pas prédictif. La hiérarchie entre les mâles et les femelles existe, mais il y a aussi des sociétés, par exemple de primates, où c'est une femelle qui domine, et cette dominance donne à des individus la possibilité d'en asservir d'autres avec, ou non, de fortes contraintes. Alors, tous ces exemples pris par Michel Kreutzer ont pour but de montrer que la notion de sexe ne suffit pas pour décrire 2 minutes, oui d'accord, ça va, pour analyser la vie de relation des animaux. On parle de genre chez l'humain quand on interroge la distribution des rôles parentaux, l'orientation sexuelle, la hiérarchie entre les hommes et les femmes. On peut se dire que si les mêmes propriétés sociales sont interrogées chez les animaux, il peut apparaître loisible de penser que c'est également le genre qu'on interroge. Et il précise bien que son objectif n'est pas du tout de naturaliser le genre dans les sciences sociales elles-mêmes, c'est plutôt, dit-il, de socialiser des questions d'éthologie que jusque-là on posait d'une manière séparée. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais, pourquoi faut-il que les professeurs de biologie enseignent le genre ? Au sens où je l'ai dit là, c'est-à-dire posent des questions à partir du genre. Tout d'abord parce que c'est un des rôles de l'enseignement des sciences de lutter contre les idées vagues et les opinions fausses, et parce que cet enseignement permet de lutter, je bafouille pour aller vite, que cet enseignement permet de lutter contre les idéologies scientifiques qui prétendent trouver dans la biologie le fondement des inégalités sociales entre les sexes, comme vous l'avez trouvé entre les races, et parce que le concept de genre est un concept critique qui permet de faire la part de l'idéologie dans les recherches scientifiques elles-mêmes, en particulier la biologie. Je vous remercie de votre attention.